Bien, alors, venons-en à un de vos thèmes de prédilection, la dénonciation de la repentance, depuis le sanglot de l'homme blanc. Alors, avec Éric Zemmour, vous avez été un des seuls à critiquer la reconnaissance par Jacques Chirac de la participation de l'État français dans la Shoah. Et alors, le 4 octobre 2006, dans l'émission du Grain à moudre sur France Culture, vous avez déclaré, je cite, avec Jacques Chirac, à partir de 1995, l'État est devenu repentant. Et on est passé d'un mensonge d'État à une vérité d'État. Mais dans les deux cas, c'est une erreur. Ce n'est pas à l'État de dire ce qui s'est passé, c'est aux historiens. Pourquoi avez-vous été un des seuls, selon vous, à dénoncer cette erreur qui est pourtant grave? Je m'en souvenais même pas, pour dire la vérité. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, tout le règne de Chirac, ça a été un règne de conciliation, là aussi, apaisement des tensions, et donc il a voulu être le président qui marquait la France du sceau de la reconnaissance du traitement de Vichy, des Juifs par le gouvernement de Vichy. Et je trouve toujours un peu inquiétant qu'en France, l'État se mêle de dire, par exemple, que la colonisation a eu un effet positif, puisque ça c'était une de mes attaques aussi. Bon, je n'ai pas été le seul, mais je l'avais dit. Ou que l'État se mêle d'écrire l'histoire à la place des historiens. Le devoir de mémoire, la reconnaissance de l'esclavage. Alors je peux parfaitement comprendre que des minorités aient besoin de cette approbation de l'État qui est au fond le représentant du peuple français, mais c'est quand même une forme de soviétisme déguisé, puisque au fond l'État dit aux gens ce qu'ils doivent penser, leur explique comment fonctionner, et oui, c'est toujours, il mange un peu le pain des historiens sur ce plan-là. Mais je ne me souvenais pas du tout d'avoir dit ça. Mais effectivement, l'État n'a pas... L'État repentant, c'est une invention du chiracisme qui a été excellent dans ce domaine-là. Et on préfère l'État entrepreneur. Mais après tout, quand je regarde autour de nous, dans tous les pays, y compris aux États-Unis, c'est vrai qu'à un certain moment, les plus hautes autorités du gouvernement ont besoin d'apporter une reconnaissance symbolique des pages les plus douloureuses de l'histoire de leur pays. Mais c'est peut-être aussi un trait français qui explique qu'en France, tout passe par l'État. L'État est formateur de la nation, l'État est producteur, et donc l'État est aussi un État repentant lorsqu'il le faut, même si c'est une repentance très formelle. Mais je remarque là, j'ai entendu qu'un certain nombre d'historiens voulaient un musée de l'esclavage J'entendais hier Françoise Vergès parler de ça sur France Culture. Alors pour l'instant, je n'ai pas d'opinion, mais on se demande toujours à quoi ça va servir, à part à donner du travail et du grain à moudre à un certain nombre d'historiens qui ont besoin de crédit pour leurs travaux. On se demande à quoi ça sert dans la vie quotidienne des Français. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Est-ce que vous pensez par exemple que la loi Guesso est une bonne loi? La loi Guesso sur l'interdiction, sur la négation pénalisation du génocide. Juif. Oui, c'est une loi. Oui, ça a été fait par un député communiste. Sous François Mitterrand. Oui, c'est une loi un petit peu délicate, je trouve, parce que sur ce plan-là, les Anglo-Saxons sont plus détendus que nous. Toutes les opinions sont permises, mais les historiens s'expriment. Et quand, par exemple, aux États-Unis, un négationniste écrit un livre et qu'un autre historien lui dit que c'est un menteur, le négationniste fait un procès, et c'est à l'occasion de ce procès que les choses sont rétablies. Mais on a tort de penser qu'on peut imposer une opinion à partir d'une loi. C'est-à-dire que peut-être là, ce qui me gêne dans cet ensemble législatif qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années, c'est de croire que l'État est celui qui prononce la vérité sur les événements. C'est soviétique, ça, justement. Voilà. Or, l'État n'a pas à dire la vérité. L'État a un certain nombre de fonctions régaliennes, mais le risque étant que plus l'État imposera une vérité officielle, plus des petits groupes de gens se diront que cette vérité est le produit d'une oligarchie, justement, qui veut masquer un certain nombre de choses. Et le risque étant, effectivement, que au nom d'une vérité imposée d'en haut, on multiplie les mensonges ou les fables ou les folies dans des groupes dissidents. Et oui, c'est toujours le risque, effectivement.
Et alors, dans votre livre, La tyrannie de la repentance, De la pénitence. la pénitence, Oui, oui. justement, paru en septembre 2006, vous abordez toutes les repentances, sauf celle sur la Shoah. Et alors, le 15 février 2008, vous donnez une interview au Figaro, dans lequel vous déclarez, je cite, « Les jeunes sont gavés de Shoah depuis des années. » Donc, gavé de Shoah, c'est ça, cette expression-là qui m'a particulièrement frappé. Depuis des années, c'était suite à la déclaration de Sarkozy sur les enfants de CM2 qui devaient avoir... Ah oui, leur petite âme juive en médaillon. Voilà. Ouais. Et alors, vous disiez... Il en a fait de belles aussi, celui-là. Donc, vous disiez, les jeunes sont gavés de Shoah depuis des années, et cela n'a pas empêché la montée de l'antisémitisme dans les banlieues. Pourquoi être passé, ce que je considère, d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire, vous n'en avez pas parlé dans votre livre. Alors, si, j'en ai parlé dans le livre. Ouais. Oui, je dis que la Shoah est devenue la religion civile Ah bon. Vous n'avez pas fait un chapitre. Non, mais j'en parle, j'en parle explicitement. Qu'elle est devenue un peu la religion civile. Alors, je sais pas si je pense que c'est une expression de quelqu'un d'autre. Et que justement, l'effet négatif de ce gavage, c'est très souvent qu'au fond... un certain nombre, notamment dans les banlieues, un certain nombre de gens furieux de voir que les juifs sont la seule minorité dont on prend en considération les souffrances, se disent qu'il y a là une conspiration, sioniste évidemment, et que c'est pour mieux minimiser les souffrances des Palestiniens et des Arabes et des musulmans en général. Alors j'en avais beaucoup parlé, en revanche, dans La tentation d'innocence, qui est un livre sur la victimisation. Ça, j'en ai fait même un chapitre entier. Donc, je n'y suis pas revenu de façon exhaustive dans La tyrannie de la pénitence, mais je pense qu'effectivement, c'est le contre-effet négatif d'un remords ou d'un filon qui fait que moi qui travaille chez Grasset, par exemple, nous avons une sorte de formule qui a été inventée par Olivier Nora, le patron de la boîte. En anglais, il dit « No more Nazi books », c'est-à-dire plus de livres nazis sur le nazisme, contre le nazisme, à propos du nazisme, sur le pétainisme. Alors c'est une blague qu'on se fait entre nous, mais on reçoit chaque jour peut-être 6 ou 7 manuscrits sur cette question-là précise. Et c'est vrai qu'il y a une saturation dont l'effet, à mon avis, est assez dangereux, c'est que les gens se disent « Ah non, pas encore là-dessus, pas encore sur ce sujet, changeons de thème ». Alors, donc il y a cet effet d'accumulation qui effectivement peut lasser. Alors nous, ça nous lasse comme nous lasserait n'importe quelle forme de satiété d'un thème rebattu. Et puis il y a à mon avis, des effets très dangereux, c'est que si on parle tant des juifs et de ce qu'ont fait les nazis, c'est qu'en réalité on nous cache quelque chose. Et alors dans la visée des islamistes, on nous cache en fait l'intention expansionniste du sionisme qui veut diriger le monde, et on retrouve toute la rhétorique d'extrême droite familière d'avant la guerre. Alors pourquoi il y a cette religion civile, pourquoi y a-t-il cette prolifération de films, de documentaires là-dessus? Alors c'est d'abord parce que c'est un événement quand même fondateur de la modernité, il ne faut pas l'oublier. C'est à partir de la Shoah que tout a basculé, non seulement pour les juifs, mais pour toutes les minorités persécutées. C'est à partir de là que sont arrivés sur la scène de l'histoire un certain nombre de gens dont les souffrances n'étaient pas prises en considération. Donc c'est un événement fondateur, qu'on le veuille ou non, même s'il y a eu des génocides avant. Parce que ça a marqué la prise de conscience et ça a marqué aussi la judiciarisation du génocide. Donc, et l'invention du mot, aussi par un juge polonais, je crois, en 43-44. Deuxième chose, le sujet reste sensible en France. Et au fond, c'est ça ma thèse, entre autres dans La tyrannie de la pénitence, c'est qu'on voit bien qu'il y a une compétition des victimes. Ça, j'avais longuement explicité dans la tentation d'innocence. Il y a une compétition des victimes parce que avec 45, deux groupes sont apparus comme étant les victimes par excellence, les juifs et les tziganes. Et derrière ça se sont engouffrés tous ceux qui, au nom d'un traumatisme ou d'un tort
qui leur a été fait au cours de l'existence ont réclamé finalement le même type de reconnaissance que les Juifs et les Tziganes. Alors, il y a eu les Arméniens, il y a les Cambodgiens, les homosexuels, donc un certain nombre de gens, les Noirs, les femmes, les esclaves, pas le prolétariat, parce que l'histoire du prolétariat est très différente puisqu'il a été pris en compte dans le marxisme, mais on peut très bien imaginer que par exemple des ouvriers réclament réparation, même financière, au nom de l'exploitation de l'homme par l'homme. On peut très bien imaginer que dans des syndicats, des enfants d'ouvriers, de métallurgistes, mineurs, disent bah, écoutez, nous, pas donné d'idée oui, nous on a souffert, ouais. et donc nous voulons réparation. Et ce qui serait d'ailleurs objectivement défendable. Je pense qu'un avocat intelligent pourrait parfaitement défendre cette thèse. Donc ça, c'est le premier point. Voilà, ça c'est un des points importants. Donc il y a cette concurrence extrêmement vive qui peut parfois dégénérer, d'ailleurs, en antisémitisme ou en haine des Juifs. Et les Palestiniens eux-mêmes ont repris, avec la Nakba, la catastrophe, toute la rhétorique de la Shoah. Et expliquent qu'ils sont eux les nouveaux juifs de l'histoire. Et d'ailleurs, toute la dénonciation du sionisme se fait sur cette équation. Les nouveaux juifs, ce sont les musulmans. Et le terme islamophobie, qui est un terme qui me paraît malvenu et impropre, le terme islamophobie veut mettre en quelque sorte une équivalence entre la judéophobie et l'islam. Et donc toute critique de l'islam était immédiatement dénoncée comme un racisme et non pas du tout comme étant une critique normale dont d'ailleurs nous faisons largement usage vis-à-vis du christianisme, vis-à-vis du judaïsme, vis-à-vis du bouddhisme, vis-à-vis de l'hindouisme, parce qu'au fond les religions ne sont que des systèmes de croyances et donc des systèmes d'opinion auxquels on peut adhérer ou non. La liberté de croyance est intacte et donc attaquer les croyances est un crime, mais remettre en cause les croyances, c'est la liberté de chacun dans une société en principe libérale. Mais donc, qu'on soit bien d'accord, on a le droit d'être islamophobe, c'est-à-dire d'avoir peur de l'islam. C'est pas encore interdit. Ah ben, on a le droit d'avoir peur de tout ouais. Ce qu'on veut, mais encore une fois, l'islam est une religion universelle, donc ça n'est pas une race. Hein. Donc on a parfaitement le droit de remettre en question ces dogmes, ou de penser que cette religion a besoin d'être réformée. Comme le christianisme, on a parfaitement le droit de détester le christianisme et de penser que c'est une religion absurde, et donc de la contester. Et pareil avec tous les grands systèmes religieux. Encore une fois, il faut bien distinguer la critique intellectuelle, qui elle doit être libre, de la persécution religieuse, qui elle est insupportable. Et quand on attaque des musulmans qui vont à la mosquée, comme ça s'est passé il y a quelques jours, je ne sais pas où, c'est un crime, c'est une absurdité, c'est une folie. En revanche, quand des gens comme Caroline Fourest ou beaucoup d'autres critiquent, ou Michel Onfray critique, ou moi-même critique tel ou tel point d'islam et dit cette religion a besoin de faire son Vatican II, hein, à l'exemple de ce qu'a fait le catholicisme, le mot islamophobie n'a strictement aucun sens sur ce plan-là. Et d'ailleurs, ce mot a été inventé par les mollahs et les ayatollahs à la fin des années 70 pour interdire toute espèce de critique de la révolution iranienne et pour en quelque sorte assimiler l'anticléricalisme, qui est encore une fois une attitude tout à fait légitime, à une forme de racisme, et donc empêcher que soit formulé à l'égard de la religion du prophète le moindre examen. Et évidemment, ce concept d'islamophobie s'adresse à nous, non-musulmans, mais d'abord aux musulmans eux-mêmes, pour étouffer toute contestation et empêcher toute espèce d'intellectuel musulman de formuler à l'égard de ses propres origines une critique qui pourrait entraîner le reste de la communauté dans une remise en cause globale de la lecture du Coran et donc une nouvelle exégèse coranique qui serait probablement plus légère, plus compatible avec la vie moderne. Mais cette lutte, elle se passe aujourd'hui dans tous les pays, notamment du Maghreb, entre les laïcs et les barbus. Et donc, de cette lutte dépendra une issue plus libérale, plus heureuse, au contraire une issue effrayante et à laquelle nous préférons ne pas penser. Mais alors là, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, le poids de la Shoah.
Pourquoi est-ce qu'en France ça a une importance particulière? Beaucoup plus qu'en Angleterre, par exemple. Les Anglais sont là-dessus beaucoup plus détendus que nous. Ben, c'est très simple, les Anglais n'ont pas été envahis, ils ont participé à la destruction du nazisme, ils ont été le fer de lance de la résistance à Hitler pendant 2 ans. Nous avons été défaits, donc la France a ressenti cette défaite comme une humiliation personnelle. Après 2 guerres, une perdue, une à moitié gagnée, celle de 14, une défaite cinglante, et donc ça reste la période de 40-44 reste une croix que portent toutes les générations, y compris les jeunes, puisqu'au fond, regardez toutes les manifestations dans la rue, le paradigme se fait immédiatement sur la césure résistant Collabo. Alors, appliquer cette grille de lecture au sarkozysme, c'est quand même totalement déconnant. Ce qu'avait fait Badiou, donc, vous faites référence. Badiou et tellement d'autres, oui, évidemment, mais surtout venant de Badiou, c'est quand même assez cocasse, qui a traité Sarkozy de rat, qui est par excellence la métaphore fasciste utilisée vis-à-vis des Juifs avant la guerre. Enfin bon, bref, ça c'est autre chose. Mais cette blessure collective de la nation française, que De Gaulle avait essayé d'effacer de façon très intelligente, mais aussi au prix d'occulter quand même la collaboration d'un certain nombre de gens avec les forces occupantes. Moi j'ai grandi là-dedans, avec ce traumatisme, et il se perpétue de génération en génération. Et spontanément, dans tous les débats politiques, nous adoptons une seule grille de lecture, justement, c'est celle de la collaboration, ou celle de la résistance. Et tant que la France portera cette souffrance historique, on ne sortira pas de la Shoah et on ne sortira pas de la geste héroïque, mais quand même très restreinte de la résistance. Il suffit de voir par exemple les funérailles de Aubrac, et là aussi les commentaires qui ont fusé. Il suffit de voir le succès d'Indignez-vous de Stéphane Hessel. Tous les problèmes sociaux et politiques sont lus à travers le prisme de la Deuxième Guerre mondiale, alors que quand même on est dans une toute autre situation, et que je sache, les divisions de la Wehrmacht ne sont pas en train de piétiner les rues du Marais, ou les rues de Blois, ou les rues de Marseille. Nous avons d'autres problèmes, et par conséquent nous devrions être capables de lire notre histoire avec de nouvelles lunettes. Mais ces vieilles lunettes-là, pour des raisons pour des raisons historiques, ces lunettes-là prédominent en France. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec un certain nombre d'intellectuels qui prêchent la repentance vis-à-vis du colonialisme ou de l'esclavage. Le traumatisme de la France, c'est l'occupation. Donc c'est la relation avec l'Allemagne, qui est d'ailleurs une relation qui est ravivée en permanence par l'inégalité économique, et d'ailleurs pas simplement de la France. Regardez ce qui se passe en Grèce, où dès que la Troïka de Bruxelles arrive à Athènes, on hisse la croix gammée, et où les Grecs appellent l'Allemagne d'Angela Merkel le quatrième Reich. Regardez ce que les Serbes ont fait pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Et donc je pense que le colonialisme a été un phénomène réel qui accompagne toute l'histoire de France, mais qui n'a pas concerné l'immense masse des Français, qui est restée quand même plus ou moins réfractaire au projet colonial. Et la blessure charnelle que nous portons en nous, dans toutes les familles françaises, c'est quand même celle de cette défaite. Et on aurait pu penser que les jeunes générations étaient vaccinées contre ce souvenir, et pas du tout. Pas du tout, puisqu'il y a le devoir de mémoire, parce que le succès Stéphane Hessel prouve que c'est encore là, c'est à vif, c'est une écorchure qu'on nous n'arrivons pas à soigner, et qui, à mon avis, altère la sincérité de notre jugement vis-à-vis des événements contemporains. Et alors, vous savez, nous succombons tous en permanence à ce qu'on a appelé la loi de Goodwin. Vous voyez ce que c'est, la loi de Goodwin? C'est-à-dire que dans la moindre discussion, lorsqu'on est à court d'arguments, on traite son adversaire de fasciste. Et quel est le dernier qui l'a fait? C'est M. Mélenchon, qui a traité l'équipe du petit journal de Canal+ de fasciste. Alors là, les bras nous en tombent, on se dit là, le déconomètre est ouvert à fond, c'est n'importe quoi. Mais cet usage du mot fascisme à tort et à travers pour dénigrer celui qui n'est pas d'accord avec vous,
est une corruption de l'esprit qui est vraiment malheureuse. Extrême droite aussi, on traite souvent Voilà. ceux avec qui on n'est pas d'accord d'extrême droite. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Dès qu'on profère une pensée qui n'est pas conforme, on vous rabat dans l'extrême droite avec la variante néoconservateur, la variante américaine, qui là était l'autre visage du mal absolu pour un certain nombre de gens. Ah oui, bushiste ou... Bushiste, oui. Ça c'est pour la politique internationale. Ouais.